Économie de Max sur i24 News, soyez les bienvenus. Au programme aujourd'hui, une plongée au cœur de l'innovation. Innovation moteur de la croissance de demain. On va franchir les frontières de l'économie pure et dure pour découvrir les inventions déjà prêtes à bouleverser notre quotidien et à ouvrir aussi de nouvelles perspectives aux investisseurs. Alimentation, médecine, objets connectés, l'énergie aussi toujours plus propre et accessible. Qui sont ces nouveaux acteurs de l'économie qui ont pris une longueur d'avance? C'est parti pour un tour du monde. Et on va commencer cette spéciale avec ce que l'on présente souvent comme l'instrument de la prochaine révolution industrielle, l'impression 3D. Et on va voir une fois de plus la portée de cette révolution avec une application au domaine médical. Il est question de reproduction d'organes humains, cœur, foie, vessie. L'aspect, la texture sont recréés au plus près de l'original. Et la société japonaise que vous allez découvrir ambitionne ni plus ni moins de mettre fin à l'angoisse des listes d'attente pour les dons d'organes. On regarde ce reportage. Une opération minutieuse. Dans ce bloc opératoire à Tokyo, un homme se fait retirer 2 tumeurs au poumon. Ses étudiants, eux, effectuent la même intervention chirurgicale sur une reproduction restituant parfaitement la texture, la forme et même le saignement d'un poumon humain. Sur l'écran de gauche, le poumon bien réel du patient et à droite, l'organe artificiel conçu sur la base d'un moule imprimé en 3 dimensions. S'exercer avec ce modèle et cet écran crée un environnement vraiment proche d'une opération sur un vrai corps humain. Cela n'existait pas jusqu'à présent. Mission réussie, les tumeurs ont été extraites. Les étudiants comparent du bout des doigts l'original et la copie. La société à l'origine de ces organes artificiels fabrique aussi bien des poumons que des cœurs, des os, des foies et même des cerveaux. Le fabricant a vendu sa première vessie en octobre dernier pour 110 €, un prix élevé qui s'explique par un processus de fabrication délicat. Il faut d'abord imprimer le moule en 3 dimensions à partir d'IRM de patients. Ensuite, on remplit ce moule de différents gels spéciaux créés à partir d'analyses des propriétés d'organes d'animaux, comme leur texture. Ce sont ensuite des médecins qui effectuent les dernières retouches pour les rendre le plus proche possible d'un organe humain. Aujourd'hui, les organes reproduits en 3 dimensions peuvent fournir aux chirurgiens un élément visuel très utile pour les opérations. Mais la recherche progresse et ces technologies pourraient bientôt bouleverser la médecine. L'utilisation d'organes eux-mêmes imprimés en 3D en biologie est actuellement une priorité de la recherche médicale. Il paraît évident qu'à l'avenir, il sera possible de réaliser des implants avec ces organes. Une telle révolution raccourcirait les files d'attente pour les dons d'organes et réduirait les risques de rejet. En attendant, ces étudiants se sentent plus confiants à l'approche de leur première opération et espèrent bientôt sauver des vies pour de vrai. Une nouvelle donne et des acquis déjà spectaculaires. On change de région, l'innovation Made in Israël, direction la banlieue de Tel Aviv, avec un objet qui pourrait devenir bien plus qu'un gadget. Une start-up locale a mis au point un petit boîtier apte à détecter ce qui se cache dans votre assiette, dans vos plantes ou même dans vos vêtements. Il s'agit d'un mini-scanner moléculaire connecté au smartphone. Les applications sont quasi illimitées. Les multinationales suivent l'affaire de très près. Laura Duhamel. À première vue, cela ressemble à une clé USB. Et pourtant, il n'en est rien. SAIO, c'est son nom, est un mini spectroscope qui permet de déterminer les propriétés chimiques des objets qu'il scanne. Comment? Grâce à un faisceau dit d'infrarouge proche. Chaque molécule réagit à cette lumière et produit une vibration que SAIO décode. Et le tour est joué, la teneur en gras et en sucre de votre barre de chocolat n'aura bientôt plus de secret pour vous. C'est le premier capteur moléculaire que l'on peut tenir dans la paume de sa main. Vous le mettez en marche comme ça, et il se connecte à votre smartphone. Et vous êtes en mesure de numériser des documents, d'en comprendre la structure moléculaire.
L'originalité de Sayo, c'est qu'il compte sur vous pour améliorer ses performances. Car les patrons de la start-up Consumers Physique ont choisi de surfer sur la vague du collaboratif. Le produit a été lancé en 2014 sur la plateforme de financement Kickstarter. Avec succès puisque pour 250 $, 13 000 internautes ont déjà passé commande. Il y a un intérêt de la part de petits développeurs qui souhaitent développer quelque chose de cool pour eux-mêmes ou pour leurs enfants, ou même de la part d'adolescents, jusqu'à des multinationales et des grandes entreprises qui envoient la valeur pour leurs consommateurs ou pour eux-mêmes en interne à de nombreux égards. Si Sayo est donc encore un prototype, il pourrait bientôt être industrialisé. Et comme la montre connectée Pebble Watch, qui a récolté plus de 10 millions de $ grâce aux internautes, ou le casque de réalité virtuelle Oculus racheté par Facebook, notre petit boîtier pourrait bien entrer dans la cour des grands. Voilà, outil intéressant. Et on poursuit avec la constellation d'objets connectés qui envahit les commerces chaque jour un peu plus et qui s'invite dans les maisons, les bureaux, les voitures. En France, on prévoit que plusieurs milliards de ces objets intelligents seront vendus dans les 5 prochaines années. Un marché juteux sur lequel certains acteurs tentent dès aujourd'hui de se placer en pole position. C'est un reportage de nos confrères de l'AFP. Un bikini anti-coup de soleil. Un casque de vélo qui mesure vos performances. Un sonar qui vous indique les bons plans poissons. Les objets connectés représentent un marché en devenir, près de 2 milliards d'euros en France dans les 5 prochaines années. Pierre Jacob l'a bien compris. Il a lancé son enseigne en décembre dernier. À la fin de l'année, il aura 15 boutiques implantées sur le territoire. Son ambition, devenir le numéro 1 de vente d'objets connectés. L'objet en tant que tel est difficile, j'allais dire, à pas de limite et pas de périmètre, puisque pensez que tous les objets qui ne sont pas connectés aujourd'hui, du plus petit objet comme une brosse à dents au très gros objet comme une automobile, sera connecté demain. Donc le périmètre est quasi illimité et on peut penser qu'on vivra dans un monde où il n'y aura plus que des objets connectés. Ça représentera entre 30 et 40 objets connectés par foyer en fait en France. Les distributeurs s'arrachent les licences pour devenir des vendeurs exclusifs de certains produits. Comme pour cette montre, fabriquée par l'un des leaders du marché du tout connecté, version luxe, à la française. Malgré son nom et sa cafétéria au faux air américain, Withings est bel et bien française. L'entreprise collectionne les prix et les reconnaissances mondiales. Eric Harel, son président, connaît le secret. Pour vendre, il faut créer du désir. Le travail sur le design est très important. Le travail sur la simplicité est très important. Et le travail sur le rendu que l'on fait à travers l'application du smartphone est également très important. Et à partir du moment où on mixe ça, on arrive à faire adhérer le client. Plus nos clients utilisent nos objets, plus ils ont envie de les utiliser. Faciliter notre quotidien ou bien sauver des vies au bord des piscines. Ce nouveau marché est quasiment infini. Selon une étude d'un des plus grands instituts mondiaux, le créneau des objets connectés pourrait atteindre 100 milliards d'euros dans le monde d'ici fin 2020. Et découverte à présent d'une invention française qui s'ouvre elle aussi des marchés immenses, l'idée de pigments intelligents qui changent de couleur en fonction de la chaleur, de la luminosité ou encore de la pression atmosphérique. Alors packaging, décoration, aéronautique ou signalisation, de nombreuses industries pourraient en profiter. Tout bénéfice pour la jeune start-up girondine à l'origine du projet. Regardez. Ça ressemblerait presque à un tour de magie. Une plaque blanche qui devient bleue au soleil et retrouve sa couleur d'origine à l'ombre. Bienvenue dans l'univers des pigments intelligents, des peintures et vernis qui réagissent instantanément à des changements d'environnement. On fabrique des pigments aussi thermochromes qui changent de couleur avec la température, piézochromes qui changent de couleur avec la pression. On peut faire aussi des phosphorescents, fluorescents et combiner toutes ces fonctionnalités de pigments. Un peu de poudre, quelques fioles de produits chimiques et seulement 7 employés pour une innovation qui pourrait révolutionner le monde industriel. Amusant à regarder, mais surtout utile en termes de sécurité, par exemple. On va par exemple pouvoir vendre des bombes aérosols qui sont prêtes à l'emploi, qu'on va déposer directement sur le matériel trop chaud et ça va pouvoir permettre aux ouvriers ou aux personnes qui utilisent ce matériel de ne pas se brûler et de savoir qu'il ne faut pas encore le toucher tant qu'il n'est pas refroidi. Le but, c'est de créer une alerte. Voilà, exactement. C'est de l'avertissement. Un avertissement applicable à tous les domaines. Repérer une pièce d'avion abîmée par un choc, détecter une rupture de la chaîne du froid, la liste est infinie. La start-up, lancée l'an dernier par ce chercheur du CNRS, a déjà près de 30 clients sans même avoir à les démarcher.
Jusqu'à présent, les gens avaient rêvé sur plein d'applications en imaginant les tapisseries changer de couleur, la route changer de couleur, le bâtiment changer de couleur. Et aujourd'hui, ces matériaux, ces pigments existent, et d'où cet élan des industriels qui viennent nous voir. Impossible de savoir quelles entreprises travaillent avec la start-up, secret industriel oblige, mais le pigment intelligent devrait s'inviter rapidement dans le quotidien. Reste à ouvrir l'œil. Ah oui, nul doute que l'invention trouve déjà preneur. Allez, cap sur l'Afrique, continent où les investissements dans les nouvelles technologies ont plus que doublé l'an dernier. Et en Éthiopie, de nombreux jeunes entrepreneurs placent leurs espoirs dans un nouvel incubateur pour start-up spécialisé en informatique. Un espace dédié à l'innovation en plein cœur de la capitale, Addis Abeba. Mais la faiblesse des réseaux de communication et la lourdeur aussi des procédures administratives peuvent encore décourager certains. Reportage. Le soleil se couche sur la capitale éthiopienne Addis Abeba. Ces jeunes entrepreneurs se sont réunis pour le lancement de X-Hub, un espace de travail où des ingénieurs créent les premières applications mobiles du pays et dirigent des sociétés liées aux nouvelles technologies. La capitale compte maintenant 3 incubateurs informatiques. L'idée, offrir une formation aux jeunes qui souhaitent démarrer leur propre entreprise. Dans les universités éthiopiennes, 70% des étudiants s'orientent vers les sciences et les technologies. L'Éthiopie a tout pour voir rapidement décoller ce secteur. Aujourd'hui, tout le monde veut être chef d'entreprise. Tout le monde veut créer quelque chose de nouveau. Ils veulent entreprendre. Et avec le taux de chômage et le nombre de jeunes diplômés, il n'y a pas assez d'emplois. Il y a donc vraiment de la place pour innover et entreprendre. Malgré cet engouement pour l'innovation, créer sa propre entreprise reste difficile en Éthiopie. Florian Manderscheid gère ICE Addis, une autre pépinière dans la capitale. Il a vu plusieurs startups s'écrouler face aux démarches administratives fastidieuses. Enregistrer sa société peut prendre jusqu'à 1 mois. Autre problème, le manque d'argent. Les investisseurs éthiopiens restent timides face à un secteur encore méconnu et le gouvernement impose des restrictions aux investisseurs étrangers. En ce moment, il est toujours difficile de trouver des investisseurs parce qu'il n'y a pas de modèle ou de cadre juridique pour le capital risque. Et je crois qu'une fois que le système bancaire s'ouvrira un peu, on verra un boom dans la création de start-up et dans le développement technologique. Felix Segei, un entrepreneur américain d'origine éthiopienne, a pu trouver des financements pour lancer le premier service de livraison de repas en ville. Mais pas facile de gérer une entreprise qui s'appuie sur une application mobile dans un pays où Internet et les réseaux téléphoniques sont très instables. Felix est tout de même confiant. Il sait que les nouvelles technologies ne sont qu'à leur balbutiement dans le pays. Habituellement, dans ces marchés, il y a un moyen de transférer de l'argent très rapidement et très facilement, et ici, cela n'existe pas encore tout à fait. Je pense qu'une fois qu'il y aura un moyen pour les entrepreneurs de faire de l'argent grâce aux technologies, vous allez voir un changement très très vite. Aujourd'hui, plus de la moitié des pays africains ont au moins un incubateur de technologie. Sur le continent, les investissements dans ce secteur ont plus que doublé l'an dernier. Et si la scène technologique en Éthiopie est encore derrière celle de ses voisins, ces jeunes entrepreneurs espèrent être les pionniers d'une nouvelle ère pour le pays. Ouais, ambition et espoir. Et puis pour finir, on part au Ghana, produire de l'électricité en s'amusant. C'est le programme proposé à ces écoliers qui profitent durant leur récréation de balançoires, de tourniquets très particuliers puisqu'ils alimentent la recharge de leur lampe de poche, indispensable pour étudier ensuite chez eux le soir. Regardez. Des balançoires et des tourniquets pour créer de l'électricité. Dans cette école sur l'île de Pédiatorpé au Ghana, ce sont les enfants qui produisent de l'énergie tout en s'amusant. Les manèges sont équipés de turbines qui rechargent des batteries installées dans les salles de classe et permettent aux enfants de rentrer à la maison avec une lampe de torche pour faire leurs devoirs. Vous voyez, pendant que les enfants s'amusent, il y a une batterie à l'intérieur qui permet la charge du système. Comme ça, les enfants, après l'école, ils peuvent rentrer à la maison avec une lampe de poche pour étudier. Et quand elle est vide, ils la ramènent ici à l'école pour la recharger. Au Ghana, l'électricité appartient à l'État, mais il admet ne pas avoir la capacité de fournir du courant à tout le monde en permanence. Les délestages sont fréquents et peuvent durer jusqu'à 24 heures. Un véritable frein à l'économie du pays qui a poussé les Ghanéens à descendre dans la rue. À part les industries, il n'y a aucune vie sociale. Il n'y a pas de vie nocturne au Ghana parce que nous avons des périodes de 12 heures de lumière, puis 24 heures sans lumière. Vous pouvez d'ailleurs voir les effets sur les petits fabricants, les petits détaillants.
George Thompson est chef de projet pour l'ONG Empower Playgrounds. Il sillonne les régions les plus reculées du pays pour équiper les écoles de manège ou installer des maisonnettes couvertes de panneaux solaires. Sur l'île de Pediatorpe, la principale activité reste la pêche aux moules et l'électricité publique est inexistante. L'énergie solaire permet alors d'alimenter des batteries qui rechargeront les radios, les lampes et les téléphones, tout tout en l'utilisation de générateurs gourmands en fioul. Notre objectif n'est pas de faire de l'argent ou du profit, mais nous avons besoin que notre projet soit viable. Donc nous demandons 130 € pour être raccordés au système et ensuite, chaque fois qu'ils amènent la batterie pour la recharger, ils paient 1,30 €. 42 écoles sont déjà dotées de ces manèges écologiques au Ghana, un système ingénieux synonyme d'éducation et de respect de l'environnement. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. L'info continue sur i24 News. Restez avec nous.